Salut les amis et bienvenue dans votre club foot, le Club Hack, qui vous ouvre ses portes chaque semaine en podcast sur tendanceouest.com. À vous, supporters ciel et marinés, cette semaine, c'est la crise au Hack. Le mot a été lâché par Paul Le Guen après l'humiliante défaite face à Orléans vendredi. Interview, débat, analyse, c'est un Club Hack explosif qui démarre maintenant. Le club foot sur Tendance Ouest. Avec... pour vous présenter leurs analyses, justement. Il était présent à Océane parce qu'il est toujours dans les bons coups, ça faut le savoir. Mathieu Billot du Foot Normand. Salut Mathieu. Salut Sylvain, salut à tous. Le coach Galon est de retour avec nous aujourd'hui pour débriefer de la crise, parce qu'on va l'entendre tout à l'heure, c'est la crise au Hack. Salut coach Galon. Bonjour à tous. Et puis on a un invité d'honneur aujourd'hui, figurez-vous, mesdames et messieurs. Un supporter du Hack, il nous a contacté parce qu'il nous a dit après ce match de Lorient, moi je veux venir expliquer mon désarroi à la radio, est-ce que vous pourriez m'inviter ? Eh bien c'est avec plaisir que l'on accueille Clément en notre compagnie, supporter des Barbarians notamment depuis 99. Salut Clément. Oui merci, bonjour à tous. Alors on va commencer avec vous Mathieu, vous étiez du côté du stade Océane vendredi. Qu'est-ce qui s'est passé pour le Hack battu par la Lanterne Rouge Orléans ? Je crois que personne ne le sait, et le problème c'est que les Havrais eux-mêmes ne le savent pas. Pour ceux qui ont assisté au match, il y a 20-25 minutes de très bonne facture, avec plusieurs situations, une ouverture du score, et là, pourquoi, comment, fin du game, une équipe qui recule, qui arrête de jouer, et du coup et Orléans prend la main, petit à petit, et au final, logiquement, on a une équipe d'Orléans qui s'impose. Et surtout, ce qui a été aussi un peu préoccupant, c'est que Orléans prend l'avantage, il reste encore une demi-heure de jeu, et il n'y a eu quasiment aucune réaction. Il n'y a quasiment aucune situation en seconde période pour le Hack, et ça c'est le plus inquiétant, parce que quand vous êtes dos au mur, on peut penser que vous pouvez réagir, et ça n'a pas été le cas, et ça c'est vraiment très inquiétant. Alors vous, Mathieu Billot du Foot Normand, vous êtes inquiet à la lecture de cette rencontre. Il y en a un qui est encore plus inquiet, et c'est légitime, c'est Paul Le Guen, l'entraîneur à vrai. On est en crise de résultats, en crise de comportement aussi, je trouve, parce qu'il faut être lucide, très lucide. On mène au score, on fait un très bon début de match contre l'équipe d'Orléans, on fait beaucoup de bons mouvements, puis ça nous échappe. Nous sommes en crise, et j'en suis responsable, je suis le responsable de l'équipe, donc il faut trouver des solutions, mais on ne peut pas accepter un laisser-aller comme ça lorsqu'on mène au score, on peut pas accepter ça. Ce que j'ai ressenti ce soir, c'est très désagréable. C'est-à-dire une équipe qui laisse filer un petit peu, qui se désorganise alors qu'elle a tout pour rester compacte. Et c'est très dur de comprendre cela, mais de toute façon, il faut trouver. Il faut trouver et vite. Le club foot sur Tendance Ouest. Coach Galon, là, il n'y a pas de théâtre, il n'y a pas de cinéma. Paul Le Guen, il n'est pas en forme. Non, ça se sent, il le dit. Il appuie vraiment sur des mots forts, parce que parler de crise de résultats, crise de comportement. Parce que quand vous avez des crises de résultats, c'est une chose, mais alors la crise de comportement, pour trouver les leviers nécessaires pour inverser la tendance, là, je lui souhaite bon courage. Parce que ça peut arriver de ne pas avoir de résultats, mais avoir des contenus intéressants. Mais là, sans résultats et crise de comportement, qu'est-ce qui se passe ? Et pourquoi son équipe est performante 25 minutes ? Pourquoi elle laisse filer le match ? J'ai l'impression, on l'avait vu un peu déjà contre Caen, qu'elle perd le fil conducteur du match à un moment donné, où elle se désorganise. Ah bah clairement, contre Caen dans le derby, il peut rien lui arriver pendant une heure à cette équipe du Havre. Et tout d'un coup, il n'y a plus personne. Oui, on se demande pourquoi elle perd le fil conducteur. Alors j'ai l'impression que quand il maîtrise le match, que tout va bien, que l'adversaire n'a pas trop de répondants ou ne repose pas trop de problèmes, tout va bien. Dès que l'adversaire, c'est ce qui s'est passé contre Caen. Caen a joué un autre football pendant 30 minutes, un jeu encore plus direct que d'habitude, en jouant le deuxième ballon, en mettant de l'impact et de l'intensité. Et là, j'ai trouvé que l'équipe s'est mise à baisser. Et pour avoir vu Orléans, moi, quelques fois, et là je te rejoins Mathieu, ce que tu disais tout à l'heure, Orléans est une équipe qui joue bien, qui fait du bon jeu, et qui, je trouve, mériterait d'être à une autre place que cette place de dernier. Et je crois que le Havre, ils n'ont pas su répondre à ça, mais le problème, ils vont être capables de répondre à quoi dans les semaines qui viennent ? Là, c'est un gros point d'interrogation. Je pense que les vestiaires vont trembler cette semaine, où il va y avoir des grosses remises en question. Et même Paul Le Guen, si à partir du moment où le coach se remet en question, je ne sais pas où ça va aller. Clément est avec nous, le supporter havrais depuis 20 ans maintenant. Clément, quand on entend l'analyse de coach tactique et technique, l'analyse de Mathieu Billot vue de la tribune de presse, votre analyse vue de la tribune derrière les buts avec les Barbarians, elle est laquelle finalement de cette situation ?
Moi, je suis d'accord parce que je pense que jusqu'à la 20e minute, on a assisté à un match où il y a vraiment une équipe sur le terrain, c'est Le Havre. On marque un but et derrière, alors la défense, elle recule juste devant le gardien. Le milieu, c'est pas trop où se placer. Est-ce qu'on attaque, est-ce qu'on défend? Du coup, ça lèche des brèches, mais c'est pas le premier match. On a vu ça face à Troyes, face à Grenoble. C'est-à-dire que les joueurs, ils savent pas où se placer. Alors, je sais pas si c'est une consigne d'équipe de Le Guen qui dit reculer et puis on contre-attaque, ou si c'est les joueurs qui, du coup, mentalement, sont complètement friables. Et du coup, ils se disent, on va tenter les coups, mais pas trop. Et derrière, on défend, mais pas trop. Et du coup, ça donne des brèches immenses. Enfin, le but, c'est, il y a Badé qui monte sur le milieu, le milieu adverse. Et derrière, Hershoy se fait battre au duel. Et puis, c'est un boulevard, quoi. Le mec, il a 40 mètres et il marque tout seul, quoi. Même analyse pour tout le monde, messieurs. On a des Havrais qui semblent avoir peur. Mais peur de quoi, Mathieu Billot? C'est une bonne question. C'est surtout que Le Havre, le coach Gallon disait, le Havre perd le fil et ils arrivent à perdre le fil sur un temps fort en fait. Contre Caen, c'est après ils mènent 1-0 et c'est après l'expulsion de Steve Yago. Ils sont à 11 contre 10, exactement. Et là ils perdent le fil après avoir ouvert le score et après avoir fourni 25 minutes de très bon niveau. Donc alors est-ce qu'ils sont peut-être tout simplement pas capables physiquement de tenir ça, mais une telle différence. Le constat est de vous, Mathieu Billot, et de coach sur le plan tactique et technique, et de Clément à l'instant sur le plan de la tribune, il est le même. On a le droit à de bonnes phases, et tout d'un coup, ça s'envole. Comment t'expliques ça, coach? Moi, Sylvain, il y a un truc, ça fait plusieurs matchs que je vois Le Havre. J'ai l'impression que quand tous les joueurs jouent la même partition, respectent le travail collectif, pour attaquer comme pour défendre, cette équipe est très performante. Et pour rejoindre Mathieu, dès qu'elle est dans du confort et que tout se passe bien, j'ai l'impression qu'à ce moment-là, ils sont moins investis dans le projet collectif. Et on commence à voir des joueurs tenter des choses, et on commence à voir des joueurs qui respectent moins les consignes. Et puis là, forcément, à partir du moment où vous jouez plus tous la même partition, et vous pouvez les créer des brèches. Et n'importe quel adversaire aujourd'hui pourrait battre Le Havre quand ils sont dans ces conditions-là. Mais comme le disait Clément à l'instant, Clément, vous le disiez, c'est pas la première fois. Alors quand c'est un accident, 2 accidents, admettons. Mais là, on n'en est pas à 2, on en a une demi-douzaine dans les 6 derniers mois. Moi, je trouve que c'est vraiment criant depuis début janvier, quoi. Depuis la reprise en janvier, on a des matchs où c'est vraiment des copies conformes. À chaque fois que Le Havre marque un but, derrière, ça recule. Et on a une équipe qui est complètement désorganisée. Déjà, face à 3, on n'est pas passé loin du 1. Il y a plein d'équipes comme ça où on laisse le jeu à l'adversaire. Contre Grenoble, vous vous faites reprendre. Contre Caen, ça se fait reprendre aussi. Contre le Orléans, ça se fait même dépasser. Ouais. Qu'est-ce qu'on doit faire? Quel levier, quel bouton doit-on presser quand on est coach? Parce que là, j'écoute Paul Le Guen sur son constat. On viendra après aux solutions. Mais le constat, quand on fait ce constat-là et qu'on est coach, passe de sale soirée, je pense, non? Oui, je pense que les cheveux blancs vont pousser plus vite que prévu. Il en a pas, ça tombe bien. Bon, mais forcément qu'on se pose des questions maintenant. Faut vivre aussi avec le groupe pour ressentir les choses, ressentir ses joueurs, dans l'attitude, pourquoi il se passe. Mais moi, je me demande comment on arrive à perdre le fil conducteur d'un match en si peu de temps, alors qu'il se passe rien de spécial. Il n'y a pas d'événement de match, il y a pas. Limite même, il y a des événements favorables. Mais contre Caen, il y avait tous les feux étaient ouverts. Il y avait de la qualité. Quand on prend un carton rouge, et là, on commence à avoir une équipe qui recule. Alors moi, en analysant aussi, en regardant, j'ai l'impression que quand il faut qu'il fasse le jeu, quand tout va bien, il marque. J'ai l'impression que c'est une équipe après qui pense pas aller mettre le deuxième but, mais qui commence à vouloir préserver le résultat. Et dès que cette équipe elle est dans cette configuration de vouloir préserver le résultat, elle sait pas le faire. Et je vois pas pourquoi elle continue pas de jouer et d'attaquer. Et en plus, il y a autre chose. Et ça, j'en ai parlé à maintes et maintes fois. Quand il n'y a pas Kadewere dans l'équipe, cette équipe n'est pas la même. On va y venir justement, c'est le sujet suivant. Et là, je commence avec vous, le supporter, Clément. Tino Kadewere, c'est un joueur perle, comme le Hack n'en a pas eu depuis des années à ce poste-là au niveau des attaquants. Le problème, c'est qu'on le dit depuis le début de saison, il est trop tout seul. Vous, dans la tribune, j'imagine que vous devez avoir exactement la même sensation. C'est sûr, c'est vraiment, je pense, le meilleur attaquant qu'on ait depuis 20 ans. Il est vraiment complet. C'est un mec qui, à la fois, il y a technique, puissance. Pour la Ligue 2, c'est vraiment un joyau. Le problème, c'est que derrière, il n'y a personne, quoi. Quand on n'a pas tiré, on n'a pas Kadewere. Ça, c'est un constat qu'on a fait depuis le début de la saison. Il n'y a personne pour remplacer, quoi. Et là, il y a Kadewere qui est blessé. Thierry qui est pas pour moi à 100%. Il y a eu aussi des petites blessures. Et derrière, on met Dina, un mec qui est milieu centre de formation en attaque. Moi, je veux bien, mais bon, le souci aussi, c'est que je pense que Le Guen a fait une erreur. C'est qu'au niveau quantité
du groupe. Il a, je pense, sous-estimé un peu l'impact physique de la Ligue 2. Et on est limité en remplaçant et aussi évidemment en réserviste du coup. Mathieu Billot, on en a parlé à plusieurs reprises dans ce club hack. Là, on touche aux limites extrêmes du choix fait par qui ? Par la direction, par Paul Le Guen, parce que on sait pas trop finalement qui a fait ce choix de ne prendre personne en plus. Visiblement, on l'a déjà dit, je crois, la semaine dernière, Paul Le Guen ne voulait pas empiler les joueurs, donc pas de nouveaux joueurs, si pas de départ. Il n'y a pas eu de départ, il n'y a pas eu de nouveaux joueurs, tout simplement. Il veut pas. Mais là, aujourd'hui, des joueurs comme Zabana, des joueurs comme Asifoua devant, c'est fantomatique. Oui, d'ailleurs, il joue pas. Enfin, Zabana est rentré. C'est fantomatique. Zabana est rentré un petit peu, mais il a pas apporté, il a rien apporté. Voilà. Bon, après. Avoir une doublette du niveau Kadewere et Thiaré, avoir le complément sur le banc où la doublette est équivalente. Non, mais on parle pas de doublette équivalente, mais on parle de garçons qui sont capables de mettre de 4-5 buts dans une saison. Là, on n'a pas. Non, il n'y a pas. Après, est-ce que c'est des profils si évidents à trouver, notamment au mercato d'hiver, de prendre quelqu'un pour lui dire bon, tu vas être la doublure de Jamal Thiaré et Tino Kadewere. Après, je sais pas, peut-être que ça se trouve, hein, je suis pas recruteur. Enfin, mais Mathieu, quand ils ont fait venir Dongui, ouais, c'est ça, comment il s'appelle ? Oui, à l'intersaison, là, à la trêve. Ah, Bonny, ouais, Wilfried Bonny, ils ont pris 15 jours à l'essai. Je pense que moi, Paul Le Guen, il voulait absolument un attaquant. Il doit savoir que c'est pas possible de faire une saison avec Kadewere et Thiaré uniquement. Donc c'est pas un hasard. Après, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que c'est de l'ordre financier ? Je sais pas. Mais pour moi, c'est tout sauf un hasard. Et là, je pense qu'à ce moment-là, est-ce que ça a créé quelque chose ? Je sais pas, moi. Est-ce que Paul Le Guen, il est mécontent de ne pas avoir pu recruter un attaquant et que ça a des effets aujourd'hui sur le groupe ? Parce qu'aujourd'hui, quand il n'y a plus Kadewere. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Thiaré, il est performant quand il y a Kadewere. Parce que ils ont une bonne complémentarité. Thiaré tout seul, c'est plus le même joueur. Et là, aujourd'hui, on met qui avec lui ? Voilà, tout simplement. Et quand vous êtes coach, et puis que derrière, vous n'avez pas les joueurs nécessaires, on vous dit, il y a les joueurs de la baie, il faut faire travailler le centre. Quand vous jouez les premiers rôles, le fossé, il est énorme. Il y a tout ça. Et ça, nous, de l'extérieur, on n'est pas à l'intérieur de l'équipe et à l'intérieur du staff pour comprendre tout ce qui peut se passer. Eh ben pourtant, va falloir que Paul Le Guen réussisse à comprendre et trouve justement des solutions. Les solutions, elles ont été abordées au moins largement par vous, Mathieu, et par les camarades de la presse à la sortie de ce match. On écoute quelles sont les solutions éventuelles de Paul Le Guen. J'essaye d'actionner différents leviers, je tente, j'essaye de trouver la solution, mais je sens que depuis les matchs contre Grenoble, depuis le match contre Caen ici, où on avait souffert en fin de match, il y a un petit quelque chose de cassé. J'essaye d'être lucide et d'admettre, et depuis ces moments-là, c'est dur de relancer la machine. Là, j'avais organisé une réunion le mercredi avant Paris pour mettre tout le monde en alerte. Ce soir, j'ai la confirmation qu'il y a nécessité de se reprendre et de se remobiliser de manière urgente. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Messieurs, volontairement, je vous avais rien dit dans la première analyse de Paul Le Guen. Là, comment penser que Paul Le Guen a une solution avec ce qu'on vient d'entendre, coach ? Là encore, il utilise des mots durs. Oui. Là encore, il est clair dans ce qu'il dit. Il garde toujours le même ton alors qu'il est fâché. Donc la question que je me pose, comment il est face à ses joueurs quand il est fâché ? Est-ce qu'il garde le même ton ou il tape un grand coup de poing sur la table en disant maintenant attention ? Mais tout ça, encore une fois... Ça ressemble pas à Paul Le Guen, ça, en tout cas. Ah non, mais là, Autant on me dirait ça avec Johan Gallon. Je dirais que c'est possible, non, mais avec Paul Le Guen... Mais quand quelqu'un est pas satisfait, il peut le dire, mais il y a une intonation. Lui, qu'il soit content ou pas, c'est toujours la même intonation. Clément, vous qui êtes supporter, on le rappelle, avec les Barbarians, et depuis très longtemps, notamment du côté de Deschazos et maintenant à Océane, quand on a un entraîneur qui dit ça après un match et qu'on est à une dizaine de journées de la fin d'un championnat que l'on a voulu décrocher, puisque l'objectif c'est la montée, on se dit quoi en tribune ? Déjà, moi je pense que la saison elle est finie, là, elle est pliée. Après, Le Guen, c'est aussi un entraîneur aussi de façade en conférence de presse, que ce soit à Lyon ou maintenant au Havre. Il a un discours, c'est-à-dire que vous allez l'écouter sur une chaîne concurrente ou à la radio, il va avoir le même discours. Je pense qu'avec ses joueurs, par contre, on va avoir vraiment un niveau d'exigence qui est beaucoup plus élevé. Ça, moi, je lui en tiens par rigueur. C'est vraiment, je pense, peut-être une petite méconnaissance de la Ligue 2 et ce qu'on a dit avant, qui serait préjudiciable. Mais bon, je pense qu'on ne gagne pas la Ligue 1 avec Lyon par hasard. Je pense que c'est un bon entraîneur. Et j'espère qu'à la saison prochaine, il va rectifier les petites erreurs et faire un bon recrutement surtout, et pour pouvoir nous emmener en haut. Parce que
Là, on est tous d'accord pour dire que Paul Le Guen, évidemment, on n'a pas la carrière qu'il a comme ça en claquant des doigts, mais au Havre, il se retrouve confronté à des soucis, et c'est là où je vous rejoins, et c'est là où je voudrais que vous rebondissiez, Mathieu Billot, justement, quand Clément nous explique qu'il a peut-être une petite méconnaissance de la Ligue 2. Est-ce qu'on est là-dedans ? Une méconnaissance de la Ligue 2, je trouve que c'est des termes un peu forts. Le garçon, quand même, Le Guen a quand même entraîné tout ce qu'il y a de plus haut en Europe. Mais il connaît le football. Non, mais il connaît le football. Enfin, la Ligue 2, ça reste du foot. Non, moi, je crois pas que c'est. Faut aller c'est chercher des joueurs, quand même, messieurs. Faut aller chercher des joueurs. Faut aller chercher des joueurs. On en revient un peu au recrutement et au groupe certainement pas assez étoffé. Après, c'est toujours pareil. Vous êtes deux lectures. Donc là, on reproche à Paul Le Guen de pas vouloir avoir pris des joueurs. Et donc du coup, mais c'est peut-être pas lui. On l'a pas reproché à Paul Le Guen. Ça vient peut-être pas de lui, Mathieu. Ah ben après il y a aussi des finances. Enfin c'est toujours facile de dire faut prendre. Enfin faut quand même payer à la fin du mois. Mais c'est ça. Mais c'est pour ça que moi je pense que ça vient pas de lui, moi. Alors moi il y a autre chose, Sylvain. Tu vends Kadewere, combien ils l'ont vendu ? 12 plus des bonus. Plus du bonus. Tu crois que tu peux pas prendre un joueur au mercato pour dire je garde Kadewere encore 6 mois, je suis dans la cour, je veux monter. C'est peut-être le moment de faire ce qu'il faut quand même. Clément, vous y avez cru ça, à cette thèse-là ? Non, moi j'étais persuadé qu'il allait le faire rester. Moi je trouve que c'est une grosse erreur de l'avoir fait partir parce que tant sur le plan psychologique que financier, je suis persuadé qu'en cet été on aurait eu des clubs anglais, on aurait pu le vendre au moins 16 ou 17 Ah, vous étiez partisan de pas le faire rester. Ah non, le faire rester. Et puis au pire il va au clash comme l'a fait Ferrat il y a un an, mais qu'est-ce que ça va changer quoi au final ? Mathieu, vous comprenez cette position-là ? En tant que supporter, je la comprends. Après, je pense que les mécanismes du recrutement sont bien plus compliqués que ça. Faut pas oublier que Tino Kadewere, il est zimbabwéen, que au Royaume-Uni, il se passe le Brexit. Et que pour jouer en Angleterre dans les prochaines saisons, ça va être un peu plus compliqué qu'actuellement. Donc il y a quand même tous ces paramètres-là à prendre en compte. Ça peut fortement influencer les prochains mercatos. Donc attention, surtout comme des joueurs comme Tino Kadewere qui sont, comme il est zimbabwéen, c'est pas une top nation et ça compte pour avoir les droits d'entrée dans le pays, donc c'est très important. Alors après, moi je comprends les supporters forcément. Tino Kadewere, il a signé à Lyon, en ce moment il joue pas, donc on peut faire des raccourcis. Mais est-ce qu'on peut aller dans la ligne de pensée de Clément et donc à mon avis de pas mal de supporters de la tribune à se dire voilà, s'il n'était pas parti même virtuellement, puisque finalement il est revenu, mais s'il n'était pas parti contractuellement, il aurait eu encore à cœur, et je traduis en filigrane, de prouver encore plus peut-être. Moi je pense qu'il a à cœur, enfin c'est pas que je le pense, enfin il me l'a dit en tout cas. Je pense que c'est un pour avoir eu la chance de le rencontrer la semaine dernière, il a dit il veut partir sur une montée du Havre en Ligue 1. Donc après ça sera peut-être compliqué vu les faits de match. Maintenant il est blessé, donc on peut pas interdire à certaines personnes de penser que c'est des blessures diplomatiques. Moi je le crois pas, je pense que il est vraiment blessé et comme la clé du Havre cette saison elle repose sur lui, forcément quand il est pas là, ça va pas. Si dans les 10 dernières journées il revient et que le Havre arrive à maintenir un écart égal ou inférieur à 6 points, ils auront encore une petite chance de gratter la 5e place. C'est tout ce qu'on peut souhaiter au Havrais. Un dernier point, messieurs, et on va conclure là-dessus parce que nous avons la chance d'avoir un homme de la tribune du côté d'Océane aujourd'hui en notre compagnie. Moi, je voudrais faire un petit parallèle aussi entre ce qui se passe sur le terrain, une équipe qui explose en vol très souvent, avec un entraîneur, comme le dit coach Gallon, qui reste toujours monocorde dans ce qu'il dit. La tribune, je suis désolé de vous le dire, Clément, mais je sais pas d'où ça vient, mais il n'y a pas de public au Havre. C'est incroyable. Déjà, il y a eu une grève qui était justifiée ou non, chacun fera son avis. Et après, le problème des supporters havrais, c'est qu'on est blasé, parce que c'est pas la première saison où ça fait ça. C'est-à-dire que depuis que Volper a racheté le club, on s'attend... Le projet, c'était remonter en Ligue 1, quoi. C'était pas on attend 5 ans en Ligue 2. Après, on est au courant que c'est pas facile, que ça c'est pas en un claquement de doigts, mais le souci, c'est que pour nous, il y a vraiment, les saisons passent et se répètent, et c'est à chaque fois les mêmes erreurs. Des joueurs friables mentalement, des résultats qui suivent pas, des coachs. Pour moi, les coachs qu'on a eu, à part peut-être Tanchot, mais Bradley et Le Guen, c'est vraiment des top niveau, des coachs top niveau, et pourtant on n'a pas les résultats. Donc à un moment, il faut faire le point, il faut se remettre en question, il faut voir. Mais qu'est-ce qui manque justement ? Vu de la tribune, il manque quoi ? Pour moi, c'est au niveau des joueurs que ça bloque. Alors, je pense qu'il y a un souci mental, mais aussi un souci d'intelligence de jeu. C'est-à-dire que c'est des joueurs qui sont pas forcément aptes à jouer le haut niveau de Ligue 2, même s'ils ont intrinsèquement, ils ont un très bon niveau. C'est-à-dire que vous prenez le 11 de départ, pour moi, ça n'a rien à envier à Lens ou à Lorient. Par contre,
quand vous faites un collectif avec ces joueurs-là, c'est des joueurs qui sont pas forcément très collectifs. On va pas avoir un collectif. Et pour moi, faut recruter comme un peu fait Clermont ou Ajaccio, pas forcément des top joueurs, mais des joueurs qui connaissent la Ligue 2 et des joueurs qui ont cette envie de jouer en collectif et de faire monter le club. Coach Gallon, je vous vois opiner du chef. J'ai l'impression qu'en citant les exemples de Clermont et d'Ajaccio, il tombe juste, Clément. Oui, alors il y a deux choses aussi à prendre en compte. La première, c'est que les moyens financiers de Clermont et du Havre sont complètement différents. Donc Clermont n'a pas le choix d'aller chercher des joueurs en National, voire National 2, parce que financièrement, ils n'ont pas les moyens financiers du Havre. Et quand vous voulez jouer les premiers rôles, vous pensez toujours qu'en allant chercher soit des joueurs confirmés de Ligue 2, soit des joueurs de Ligue 1, vous allez être capable d'avoir la meilleure équipe possible. Mais construire une équipe, c'est pas en mettant une somme d'individualités les unes derrière les autres, c'est en ayant un vrai collectif et trouver la complémentarité entre les joueurs. Est-ce que cette équipe est très complémentaire ? Est-ce que Paul Le Guen a récupéré un groupe ? C'est pas lui qui l'a construit. Les recrues, peut-être qu'il en a fait une ou deux. Mais voilà. Et après, j'ai l'impression que je sais pas, je sais pas moi de l'extérieur. Est-ce que cette équipe vit bien ensemble ? Est-ce qu'ils sont heureux d'être ensemble ? Parce que c'est ça. Vous pouvez les entraîner, avoir le meilleur entraîneur du monde, si les joueurs s'entraînent pas entre eux, ou pas plus que ça, il est compliqué d'aller chercher des résultats. Donc ça, c'est une des questions. Moi, en tout cas, je n'ai pas la réponse. Le mot de la fin pour vous, Clément, notre invité d'honneur du jour. Qu'est-ce que vous attendez de cette fin de saison qui se profile ? Parce que on l'a vu tout à l'heure, Mathieu dit, voilà, s'il y a toujours une victoire ou 2 victoires maximum d'écart avec la 5e place, ça peut être jouable. Mais vous n'avez pas l'air d'être dans cet état. Moi, j'y crois plus. Je pense que la dynamique, elle est cassée. Qu'est-ce qu'on peut attendre ? C'est que la saison se finisse vite déjà. Et reprendre la prochaine saison avec franchement une grosse remise en question au niveau du staff et au niveau de la direction, voir les axes de recrutement, où est-ce qu'on peut recruter, quels joueurs on peut recruter, les profils à aller chercher. Je trouve que c'est vraiment important, des joueurs intelligents dans le jeu, des joueurs qui ont un certain mental. Et derrière, je suis persuadé qu'avec Le Guen, on peut faire une bonne saison si on a les joueurs qu'il faut. Allez, c'est tout ce que l'on peut vous souhaiter à vous, Clément, supporter du Havre, et à tous les supporters Ciel et Marine, évidemment. Pour l'heure, ce sera direction Châteauroux en fin de semaine, vendredi, à partir de 20h pour les hommes de Paul Le Guen, avec, espérons-le, une réaction du côté des Hackmen. D'ici là, passez une très belle semaine à l'écoute de Tendance Ouest. Salut. Podcast by Tendance Ouest.